Je suis né le 18 août 1936, un peu après le déjeuner, dans le jardin de la Maison des Touristes à Aix-les-Bains. J'avais 6 ans et 4 mois. Ma mère suivait une cure pour enrayer ce rhumatisme et trouvait juste, se levant avant l'aube, de compenser cette petite fatigue par une sieste. D'ordinaire, elle me forçait à dormir sur le lit voisin. Ce jour-là, non. J'errais dans le grand jardin de notre pension à la recherche des chats. Ils étaient nombreux, de races variées, doux, bien nourris, heureux de se frotter les uns aux autres. Je m'émerveillais de les voir vivre, manger ou dormir, paresser, chier. L'ennui, presque toujours, érodait mes investigations depuis que j'ai rencontré le cinéma. Depuis que j'ai rencontré le cinéma. Quelques mois plus tôt, au Royal, à Toulon, on m'emmène voir Gaspard de Bèze, film d'André Hugon. Les paysages me sont familiers. Les personnages ont notre accent, habillés comme dans certaines fêtes folkloriques. Comme aux autres spectateurs, tout cela me plaît. Mais je n'en doute pas, c'est bien à moi seul qu'il s'adresse. Dès ce premier face-à-face, je suis impressionné par les trucs du cinéma, les changements de point de vue, de regard, les plans, la manière de les assembler, le montage. Sans le formuler à qui que ce soit, je reconnais que la vraie vie est là, sur ce grand torchon blanc qu'un magicien peut à loisir illuminer ou éteindre, nous restituant de la naissance à la mort des aventures incomparables. Un journal traîne sur une chaise, je l'ouvre au hasard. Y a-t-il nécessairement des hasards? Un visage occupe fièrement la page de droite. Regarde, maman, c'est la plus belle femme du monde. Elle est très belle, tu as raison. Je ne suis pas certaine qu'elle ait été aussi jolie, la baronne. Tu vois, mon petit, c'est ça, le cinéma. Tu es belle aussi, maman. Je suis belle aussi ou aussi belle? Va, je te le promets, on ira le voir, Mayerling, et tous les films de ta Danielle Darieux. Nous partons en direction de notre Costa Rota, où, 47 ans plus tard, je dois filmer Danielle Darieux dans En haut des marches, évocation biographique consacrée à ma mère, née Françoise Rafali. Un éclat de vent soulève son chapeau. La femme le retient d'une main, s'arrête, intriguée. À ses pieds, sur le bord du trottoir,
Une fillette pauvrement vêtue enjambe la rigole où naviguent étrons et papiers merdeux macérant dans un jus jaunâtre qui sent la pisse et l'eau de vaisselle. L'enfant s'applique à nouer un ruban dans ses cheveux. Débouchant du boulevard Bazeille, le Mistral remonte la rue Lamalgue. Entre deux bourrasques, la femme ose un pas vers les maisons toutes proches, mais le vent la devance, gifle sa bouche, ses yeux. Alors elle s'élance vers ce qui lui paraît être son salut, cette porte au 14, ébranlée par la tornade qui bat, jusqu'à presque s'entr'ouvrir. On ne le lui permet pas. Le Mistral l'attaque aux jambes et au visage, la repoussant. Tout en haut, le vent a décroché une tuile qui plonge du toit à l'improviste, comme un cormoran. Elle fonce sur la femme, la dépouille de son chapeau, défait son chignon. Accrochée à la muraille, elle geint, les mains tendues vers l'enfant avec ce léger sourire qui ride ses joues. La petite fille consent à intervenir. Elle repousse la porte, tire la femme vers l'intérieur. Dans le vestibule, la femme a cessé de sourire. Une sueur descend le long de la colonne vertébrale. Une rangée de gouttelettes couronne son front d'une tempe à l'autre. Françoise, rentre de suite. Tu vas attraper la mort avec cette cisampe. Comment une petite fille aussi pauvre peut-elle s'acheter un aussi joli ruban? C'est la moitié de mon saucisson. Ouvre mon sac. Prends-toi quelques sous. Mais dites, je ne suis pas une mendiante. Plus tard, moi, je ferai la classe et je gagnerai de l'argent. Bien plus. La femme ne peut que s'émouvoir devant cette petite fille orgueilleuse qui la défie de son visage à l'ovale si pur, ses cheveux noirs si noirs, son ruban rose et ses yeux verts d'eau. Elle amorce le geste de lui tapoter la joue. La main ne peut achever la caresse. Les yeux restent ouverts, fixes. Maman, viens vite. En haut, la mère apparaît, saute de marche en marche avec aisance, guidée par la rampe. Elle est enceinte et aveugle. Qui c'è au viola? Il y a une morte dans le couloir. Une morte? Tu es sûre? Oui, avant, elle m'a demandé d'ouvrir son sac et de prendre des sous. Tu les as pris? Mais non, maman. La petite fille se concentre sur le sac. Elle imagine ce qu'elle peut faire avec, si tout ça lui appartient. Cours jusqu'à Saint-Flavien et ramène le curé. Ramasse ce sac, donne-le-moi. Mais il est coincé sous la dame. Pille-le. Françoise pousse de gros soupirs pour faire croire à sa mère qu'elle soulève la morte. Discrètement, elle ouvre le sac et prend l'argent qui s'y trouve. Une pièce s'échappe. Maman, il s'est ouvert. Rimetti i soldi dentro. Dammi e baidine. Torturée par une exaltation maligne, elle vole vers l'église, honteuse et ravie. Et personne, jamais, ne sut dire qui était cette femme. Cela donna lieu des années durant à diverses suppositions de tous ordres. De l'espionnage au mélodrame, revenante ou fantôme, on fit de la passante un personnage de légende. Le 2 pièces des Rafali se trouve au 2e étage d'un petit immeuble. À la nuit tombée, la vaisselle du soir rangée, on repousse la table près de la fenêtre pour déployer les matelas. Françoise dort dans la cuisine.
Le père et la mère se sont réservé la chambre. 6 années auparavant, Catherine Luciani, pas encore aveugle, a épousé le bel Antoine Rafali, dans l'église d'Altiani, pittoresque village corse où l'on respire l'air le plus pur du monde. Un lointain cousin leur a déniché un emploi sur le continent, à l'arsenal de Toulon. Les Corses s'entraident beaucoup à l'époque. Ils emménagent rue Lamalgue, quelques mois avant la naissance de Françoise, en plein milieu de l'année 1896. La beauté de ce premier enfant les encourage dans leur volonté de fonder une grande nichée. En 1900, c'est la naissance de Martin. On verra plus tard à changer d'appartement. Antoine, joueur de cartes confirmé, aime aussi la galéjade. Ils se font adopter par les riverains. D'autant que dans la rue vit Agathe, sœur aînée de Catherine, aveugle elle aussi, mariée, sans enfant, à Félix Giuseppe, jovial épicurien. Toujours rue Lamalgue, dans le bas, il y a encore Thérèse, la plus jeune sœur Luciani. Son mari, Aimé Prato, est employé au chemin de fer de Provence, dans la Micheline qui visite les petits villages entre Toulon et Hyères. Les 2 autres Luciani, Michel et Madeleine, sont restés au village, à Altiani. Côté Rafali, l'oncle Casanova, que l'on considère comme arrivé car il occupe les fonctions de gardien-chef à la maison d'arrêt de Draguignan, et sa femme, Julie, ouvreuse au Grand Théâtre, parent d'un petit Raoul. Ils se montrent peu rue Lamalgue. Pourtant, les 2 frères, Antoine et Casanova, frais dans les mêmes zones politiques et, de ce fait, se portent estime. Julie, elle, fait pièce rapportée avec son accent pointu et ses manières de bourgeoise un peu distraite. Françoise, pour l'instant, prépare le repas du soir, suivant les instructions de sa mère. Antoine aime la soupe passée mais épaisse, agrémentée d'1 ou 2 croûtons rassis trempés dans de l'huile d'olive. Ensuite, il y aura du fromage corse et un fruit. Antoine entre et vient embrasser femme et enfant. Mais comme la toux persiste, il s'écarte de la table en pressant ses 2 mains contre sa bouche. Catherine l'entraîne dans la chambre, tandis que Françoise dispose le couvert, elle tend l'oreille vers la chambre. Antoine ne tarde pas à reparaître, seul. Il s'assoit et prend sa fille aux épaules. Où as-tu caché l'argent? Je l'ai pas caché. Il est dans le placard, sous le pot de farine. C'est pas chez nous que tu as appris à voler. Mais pas, j'ai refusé quand elle était vivante à la dame. Après, je volais plus personne. Dis-moi ce que tu voulais en faire. Rien. M'oblige pas à me fâcher. Catherine se tient toute droite dans l'embrasure, l'usage l'empêchant d'intervenir. C'était pour toi. J'ai entendu maman dire au boucher qu'il te fallait de la viande rouge, qu'elle avait pas les moyens d'en acheter. Pas, je les ai pas volés. Les sous, la dame, elle me les donnait. Una bugiarda, et una ladre, et cuccio che tu si. Non, maman, non. Elle l'a crié si fort, ce nom, en se blottissant contre son père, qu'Antoine l'embrasse furtivement. Va demander pardon à ta mère. Quand même, tu as désobéi. C'est surtout à Dieu que tu devras demander pardon. Lâche, Agor, ne lui mets pas ces idées dans la tête. Après la fin du repas, Françoise a logé sa tête dans son bras droit, replié sur la table. Elle s'endort aussitôt, avec de légers spasmes de sanglots dans sa respiration. Lorsque Catherine met au monde ses jumelles, et que celles-ci vivent moins d'1 heure, les rumeurs s'intensifient rue Lamalgue,
C'est sûr. La passante inconnue, venue mourir au numéro 14, la femme au Mistral, avait dû refiler le mauvais œil à Catherine. Antoine se moquait de ses superstitions. Pour avoir le mauvais œil, elle a ma femme. Et je peux même vous dire lequel. C'est le gauche. Il suppure tout le temps. On va le lui enlever bientôt. Comme ça, tout ira mieux, non? L'aveugle est énucléée en décembre, puis de nouveau enceinte, et l'enfant meurt à sa naissance. Aussi prie-t-elle de plus en plus, chez elle, à l'église. Le temps lui est facile, on ne lui confie que rarement des petits travaux d'aiguille, de repassage ou de lessive que, par le passé, elle exécutait pour quelques sous. L'aveugle sait que la tuberculose est entrée dans le foyer et elle fait écrire par Françoise à l'oncle Casanova. La lettre reste sans réponse. Casanova et Julie veulent assister aux obsèques d'Émile Zola. C'est le seul écrivain à se préoccuper des petites gens. Tandis que Casanova, à Paris, tente avec ses amis Dreyfusards d'élucider les circonstances pour le moins ambiguës de la mort de Zola, Julie court du grenier à la cave, revivant son adolescence dans des rires sans malice. Retrouver tous mes souvenirs, ma chambre d'enfant et même mes jouets, qu'on n'a pas voulu que j'emporte après mon mariage. Un soir, Casanova propose le cinématographe qui l'a tant intrigué lors de l'exposition universelle de 1900. Ah ça non, par exemple! Elle se souvient de s'être enfuie en retroussant ses jupes lorsque le fameux train a quitté la gare de la Ciotat. Si tu y tiens tant que ça, nous irons voir se déhancher ta mistinguette à l'Eldorado. En revanche, tu me le promets, demain après-midi, ce sera Dufayel, rue Clignancourt. Promis, juré, sur ma poupée en satin, que je vais ramener à Draguignan d'ailleurs. Sauf que je ne veux pas de ton Dufayel. Nous passerons la soirée au Select Porte Saint-Martin. À présent, ils profitent de la capitale. Séduits tous les deux par une publicité à sensation, ils se mettent d'accord pour l'Olympia. On y donne le voyage dans la lune de Méliès. Si ce doit être ça, le cinématographe, oui, j'en veux bien. Vois-tu, Julie, ce que je préfère, c'est quand le monde nous parle. Et le cinéma peut le faire mieux que les publications. Ça devrait même être sa vocation. C'est bien simple, mon ami. Je m'intéresserai à tout ton bazar quand ce sera plus drôle. Elle fait des mines, éclate de rire. Et conquis, cette fois encore, Casanova la taquine de sa moustache. Mais les vacances sont finies. Il faut rentrer à Draguignan. L'année 1902, Anna vient de naître, gaie et chétive. L'aveugle, résignée toujours, est de nouveau enceinte. Antoine s'affaiblit de jour en jour. Ce matin, le père est déjà parti pour l'Arsenal. La mère, Anna dans ses bras, finit sa nuit. Françoise fait manger Martin, le débarbouille, l'habille. Ils sont prêts pour sortir. C'est jour de marché au Mourillon. Malgré sa grossesse très avancée, Thérèse se penche pour embrasser Martin. Puis, se redressant, vers la grosse dame devant elle. Alors, elle les prend, ces tomates, ou elle les prend pas? Madame, c'est chacune son tour. J'ai attendu le mien, vous attendrez le vôtre. Boudiou qui m'a l'air. Une Parisienne, nous sommes frais. Peut-être elle croit que les légumes, c'est comme le chapeau et que ça s'essaye. Augustine, explique-lui, toi, qu'on est samedi et qu'on n'a pas le temps. Françoise baisse les yeux. Martin pique tranquillement dans les petits pois. Les écosse pour les manger, ravie. Le cœur au cent-coups, elle s'efforce de dissimuler son trouble. Mais Augustine a vu. Eh ben, on peut dire qu'on vous élève bien, vous. Un petit peu à chaque banc, le marché, il est vite fait. J'ai des sous, Augustine. Elle a des sous. Ça, c'est une nouvelle. On a des sous chez les Raffailles. Augustine, vous déparlez. Je vous paierai ce qu'il a mangé. Sûr qu'ils vont payer. Chez les gendarmes, tu paieras.
Quand ils ne meurent pas, ceux-là, ils volent. La rage empêche Françoise de respirer. Aussi pousse-t-elle la Parisienne. Les tréteaux cèdent. Fruits et légumes se carapatent. Boudiou, mais qu'est-ce qui m'arrive? Attrapez-la, cette sorcière. Ne la laissez pas s'échapper. Je suis là, Augustine. Qu'est-ce que vous croyez? Que j'ai peur? Titin, tu les emmènes chez les gendarmes, tous les deux. Personne ne touchera à mon frère. Ce sont des enfants, Augustine, vous n'allez pas faire ça. Laisse, tante. C'est ma faute. C'est de ta faute si ce petit a faim. Et vous vous dites corse? C'est pourtant pas la vergogne qui vous étouffe. Tout ce chambard pour un petit poids. Allez, les hommes, un bon mouvement. Au lieu de rester planté là, refaites-lui son étole. Madame Prato, c'est bien brave de vouloir me remettre en ordre. Mais c'est pas ça qui me rendra mes fruits et mes légumes, qui sont tout profondés. Faites votre compte. Aimé passera tout à l'heure. Non, non, tante. Je viendrai donner la main au marché pour rembourser. Il ne faut pas que maman le sache. Je t'en prie, tante. Ne donne pas l'argent. Impressionnante, Catherine, la mère de Françoise et Martin, apparaît au milieu de la foule qui s'est amassée. Françoise, rentre à la maison et emmène ton frère. Vous l'aurez, votre argent, Augustine. Sou par sou. Nous sommes des gens honnêtes. Honnête? Et pourquoi le bon Dieu, il vous a fait mourir tous ces enfants si vous êtes honnête? Non! Sta zitta, o figliola. La souffrance, Dieu la réserve aux élus. Vous n'avez rien à craindre, Augustine. Tout. Donne-leur tout, Titin. Donne les fruits, les légumes, tout. Mais que je les vois plus, que je les vois plus. Oh, mon Dieu, que j'ai honte. C'est à cause de vous, tout ça. Vous, les Parisiens. Quand vous descendez chez nous, vous ne savez que mettre le pâtis. C'est tard dans la nuit que Simon vient au monde, avec de grands yeux, noirs et vifs comme ceux de son père. Fin octobre 1903, Catherine accouche prématurément d'un garçon, mort-né. De retour d'Altiani, comme ils le font chaque année pour visiter la famille, l'oncle Casanova et Julie se sont installés à Toulon, chez des amis, pour ne pas déranger. Mais tout au long des journées, ils rappliquent rue Lamalgue. Antoine pose sa besace au clou, embrasse tout un chacun rapidement, une main pressée contre sa poitrine. Tu crois que c'est en te tenant les poumons que tu vas arrêter le mal? Allons, mon frère, écoute-moi. Françoise s'approche de son père et de son oncle qui se sont installés pour discuter autour d'un verre. T'as pas mis ton ruban? Il sèche. Il y avait plein de graisse dessus. Ça m'étonne de toi. Tu vas enfin m'écouter. Tu rentreras à Altiagne et respirer l'air pur. 2 ou 3 semaines. Jamais je ne retournerai au village. Même pas les pieds devant. C'est pas chez moi. Et je préfère mon dernier sommeil avec mes petits que j'ai pas eu le temps de connaître. Et Costarote. Quoi, Costarote? Tu y as bien acheté un enclos en 98. Je m'en souviens très bien. 100 kiligous, 4 oliviers et un cabanon en ruine. Tu me vois seul là-dedans? Tu n'iras pas seul. Françoise t'accompagnera. L'été, quand elle aura fini ses cours. J'aimerais pas. Il y a longtemps que j'ai envie de voir le pays. Et puis tout à côté, il y a les Vécali, que je connais depuis toujours. Une belle maisonnée, ils ont du bien, et ils sont très généreux. C'est la mendicité que tu me proposes? Je ne suis pas un Romané. Calme-toi, Antoine. On fera un arrangement avec eux. Tu donneras quelque chose en échange du couvert. C'est de l'honneur que tu leur feras en acceptant. Et puis Julie et moi, nous voulons participer, au moins pour le voyage. Ne proteste pas. Si un Corse ne peut pas aider son propre frère, tu m'expliqueras comment tu conçois la famille. Sans répondre, Antoine file vers sa chambre.
Ah, piengue. Elle va jusqu'au placard, sort un sac de pommes de terre. Lavez-moi ça, petite. Vous avez fait pour le mieux. Je vous remercie, Casanova. Vous aussi, Julie. Mais Catherine, c'est tellement naturel. Allez, viens, Anna. Nous allons manger un petit rien, et puis zou, le cinéma. 15 rue des Marchands, le Modern Cinéma fait permanent. Les séances sont commanditées par le chocolat Vinet. Chaque place donne droit à un billet de tombola, dont le premier prix consiste en une belle boîte de madeleines et 10 entrées gratuites pour de prochaines séances. Déjà la publicité. Le programme du cinéma est varié. Une féerie en couleurs voyage autour d'une étoile, des bandes comiques, les effets du lait, voleurs trompés, le billet de logement, un drame, la fille de l'étang. Et enfin, une évocation de la commune, la barricade. Lorsqu'Antoine sort de sa chambre, un beau sourire égaye ses moustaches. Il donne l'accolade à son frère, le fait asseoir. Françoise sert la limonade. Catherine s'installe devant les pommes de terre. Hommes et femmes corses reviennent en terre natale. Beaucoup portent ostensiblement des cadeaux. Le continent leur a fourni travail et position. La douleur de l'exil, rapidement atténuée dans le bien-être et le confort, ils n'en oublient pas pour autant ceux qui sont restés. Il faut leur montrer qu'ils n'ont pas abandonné Upaese sur un coup de tête. Antoine ne laisse rien filtrer de l'émotion qu'il ressent. C'est l'humilité qui doit paraître, et non l'orgueil. Il s'endort très vite, offert à ses rayons bienfaisants, censés lui apporter le salut. Françoise se réjouit de le voir délassé, le sourire aux lèvres. Balancée par le roulis, elle revoit les remparts, la Mitre, l'église de Saint-Flavien. Et d'un coup, son cœur se serre. Françoise pense à Martin, mort à cause de la diphtérie. Face à Françoise, le soleil rouge sang, avalé par l'horizon, et la fraîcheur du large. D'instinct, elle sort une couverture, enveloppe son père, se glisse à ses côtés, doucement, pour ne pas le réveiller. Utubabu et à la campagne. Dormi, dormi. Père et fille reposent. Respiration régulière fondue dans le bruit des vaguelettes dérangées par l'étrave du bateau. Il y a tant à raconter. Je vois que tu parles, Franc. Je ne sais pas comment. Tu es presque une femme, je te dois la vérité. Il faut que tu saches que je ne suis pas né à Altiane. Je suis de Canavage. Personne n'a pensé à me déclarer quand je suis arrivé. Tu comprends bien que je ne pouvais pas m'en douter. Papa et maman se criaient dessus toute la journée. Elle prenait le village à témoin, lui sortait son fusil. Il avait toujours quelqu'un à tuer. Et l'oncle Casanova? Lui aussi est né là-bas. Je l'ai connu que beaucoup plus tard. Il a 16 ans de plus que moi, tu sais. Il s'est enfui sur le continent pour échapper à la haine, au crime, aux vengeances. Pas. Comme je suis fière, comme je suis
heureuse. Il faut qu'on revienne tous. Maman, Anna, tous. Pour un peu, je les embrasserai tous, ces gens. Toute son attention se porte sur Bastia, qui danse sous ses yeux. Maintenant, je peux t'écouter. Il parle, et elle l'écoute en effet, sans perdre un seul mot, sans cesser non plus d'être fascinée par l'approche de l'île, où les secrets enfouis depuis des siècles peuvent, en se révélant, la nourrir de haine, de regret, alors qu'en cet instant, elle déborde d'espoir et d'amour. Les Vecchiali possèdent une grande partie du hameau de Costarota, dans la commune de Canavaggia. Avant l'arrivée des Rafali, la tribu a nettoyé la bergerie de San Chilgu, aménagé la pièce en chambre. À l'intérieur, des raisins, début de récolte sans doute légèrement acides, du pain noir en miche, de figatelli et quelques petits fromages de chèvre, durs et odorants, que ni Françoise ni Antoine ne songent à entamer, se jetant tout habillés sur leur lit, éreintés par la fatigue. Antoine se lava grand dos sous le cabanon de bois face à la bergerie. Nu, il chante. Françoise ouvre les yeux, s'habille rapidement et sort discrètement de la bergerie. Tandis qu'elle parcourt les allées d'oliviers, elle se remémore les phrases de l'oncle Félix, chuchotées après qu'Agathe lui ait offert un petit pécule. En 98, ton père a acheté l'enclos pour 3 fois rien. Pas même une bouchée de figadelle. Peut-être à cause des rumeurs de malédiction autour de San Chilgu. Des gens qui se seraient noyés dans la rivière, la Caspigne. Et puis la chapelle abandonnée, le calice qui avait disparu, et le trésor dont on parlait à voix basse dans les veillées. Le trésor. Antoine espérait bien le trouver. Il a retourné la terre de partout. Pas la plus petite pièce d'or. Mais ça a fait pousser les sorbiers. Et les chênes se sont redressés. C'est peut-être ça le trésor, tu vois. Ne fais pas comme lui, avec ta tête qui travaille tout le temps. Il faut les laisser dormir, les fantômes. Si on les réveille, on ne sait pas de quel côté ils vont se ranger. Le monument à l'emplacement de l'ancienne chapelle est bien là, avec ses pierres intactes, les vestiges de son autel, de gros dallages moussus. Autour, le bourdonnement des cétoines butinant les chardons, aussi continu qu'une prière de fidèles. Alors tu l'as trouvé? Oui. C'est Félix qui t'a dit. Oui, pas. Viens dire une prière avec moi. J'ai toujours refusé à ta mère. Je ne saurais pas m'adresser à quelqu'un sans savoir qui c'est. Prions ensemble pour que tu guérisses. Oh, Fran, lasciami in pace. Oh, quand tu auras fini, fais-toi propre. Nous allons chez les Vecchiali pour midi. Ils ont du bien, beaucoup. Et en sont fiers, ce qui est normal. Mais moi, ma vraie richesse, c'est toi. Il n'y eut pas de présentation officielle. Chacun s'est nommé, murmurant une petite phrase d'accueil sous le regard sévère du chef de clan et les hochements de tête de la mère. On a mentionné simplement le retour prochain de l'absent, qui vient de finir son service militaire. C'est au début de l'après-midi, au cœur de la chaleur. Françoise repose sous les oliviers, allongée sur une natte, quand Charles la découvre, figée devant cette presque femme si petite, si menue, dégrafée, lèvres entr'ouvertes et humides, le corsage et le jupon caressés par un vent doux.
Dites, ce n'est pas convenable ce que vous faites. De me regarder comme ça. Je suis... Oh, je me doute. Vous êtes Charles Paul. Le portrait de votre mère et de Marie, la sœur aussi. Mais ce n'est pas une raison. Je suis venu vous saluer sur la demande de mes parents. Je ne pensais pas vous trouver dégrafé sous les oliviers. Vous êtes franc, vous pensez ce que vous dites, mais vous ne dites pas tout. Nous avons le temps pour le reste. Devant l'audace, elle se recouvre sans hâte. Tournez-vous au moins. Ils boivent l'orangeade. Attablés sous une treille de vigne vierge à demi brûlée par le soleil qui laisse filtrer des raies de miel sur leur visage. Mon père m'a dit que vous voulez apprendre le corse. Je me suis bien avancée. Pourquoi? Vous m'aideriez? Volontiers. Mais pas pour l'écrit. Personne n'arrive à se mettre d'accord. Puisque vous avez l'obligeance de vous intéresser à ce qui pourrait me faire plaisir, j'ai un service à vous demander. Vous pourriez m'accompagner? Je vous explique. Je désire entreprendre un voyage à Altiagne pour saluer mon oncle Michel et ma tante Madeleine et surtout reconnaître le berceau de ma famille maternelle. J'attends beaucoup de ce retour au village. Après toutes les émotions que j'ai ressenties sur le bateau et à mon arrivée sur l'île, je souhaite les justifier, ces émotions, en puisant à même la source dans les racines de mes aïeux. Nous ne pouvons rien organiser si nous n'avons pas l'assentiment de votre père. Et du mien. François-Marie, je m'en charge. Et vous espérez que moi, je me chargerai d'Antoine? En quelque sorte. Vous me laissez la tâche la moins difficile. Ne pariez pas, Charles. Ne pariez pas. Mon père, il est comme moi. Plus coriace qu'il en a l'air. Antoine refuse en effet, sans éclat, sans explication non plus. Un matin où son père est parti au lac, Françoise décide de vider la bergerie pour un nettoyage approfondi, aidée par Marie, la plus jeune des Vecchiali, avec qui elle chante les lamenti, appris par Cecco. Brusquement, Françoise est prise de vertige. Les mains en avant, comme une aveugle qui ne trouve plus son chemin, elle se précipite au dehors dans l'espoir que la vivacité de l'air la délivre de son malaise. Françoise s'abat sur le sol, hurlant sa douleur en se tenant le ventre, ramassé en fœtus. Ah! Je vais chercher ton père. Non! Mais pourquoi? Laisse. Si je dois mourir, qu'il apprenne le plus tard possible. Mourir? Ça peut pas être rien. Je saigne du ventre. Oh Dieu! Marie court vers sa maison, tassée sur elle-même par la peur, ramène Jeanne, l'aînée des 4 sœurs. Fammi aide. Non, non. Qu'on me laisse. Qu'on me laisse. Jeanne n'est pas femme à qui l'on donne des ordres. Elle retourne la malade, écarte les mains qu'elle gardait serrées sur son ventre, aperçoit le filet de sang qui macule la chemise de lin. Ma che sciocche che boside, tutte e due. Me faire une frayeur pareille. Elle a ses affaires, tout simplement. Mes règles? Je suis trop jeune, Jeanne. Pas trop jeune, non. Eh oui, ma belle. Te voilà femme. Mais je me suis presque évanouie. Moi, la première fois, ma mère a failli faire venir le curé tant je paraissais à la mort. Ne te fais pas de soucis, Francesca. C'est un bonheur qui t'arrive, en attendant le 2e sang, celui qui te fera vraiment femme. Plus tard, Antoine remonte du lac, quelques poissons dans la besace qu'il tient à la main. Noirci de soleil, mal rasé, il pose son butin sur la petite pierre à l'extérieur, aide les filles à rentrer les meubles, attend que Marie, discrète, se soit éloignée. Tu es en colère après moi? Non. Fran, je te demande pardon. Je suis ta fille. Je te dois obéissance. Oui, oui. Obéissante, tu l'es quand ça te chante. Quand tu cherches la parade. Mais tu l'as trouvée, la parade. Si tu veux toujours aller à Altiane, je t'y autorise.
Fais attention à Charles. Le voyage est long. Et les Vecchial ont la réputation d'être chauds. Qu'est-ce que tu racontes? Tu me fais pas confiance? À toi, si. Oh, Charles est un homme d'honneur. Françoise devine son père heureux. Elle l'est aussi, prête pour une nouvelle aventure. Ils partent le 15 août. Le même jour décède à Paris un des plus importants natifs de l'île, Emmanuel Arène. Opportuniste de pensée et de tempérament. Éclaboussé par l'affaire de Panama, il a ensuite défendu Dreyfus. Puis, il s'est posé en champion de l'honneur corse, prompt à fustiger avec une certaine élégance les détracteurs de sa patrie. J'ai du mal avec lui. En 1907, il s'est battu pour l'interdiction des crucifix dans les écoles. Il y a peu, c'est cette loi qui autorise le divorce. Non, tu vois, Antoine, je ne peux pas accepter qu'on s'attaque à la religion. Surtout à une époque aussi incertaine. C'est vrai que toi, tu ne crois pas. Je ne crois pas en Dieu. Mais je peux conserver un peu de respect pour la religion. Si elle n'intervient pas dans les affaires sociales. Quelque chose est en marche. Ni vous ni moi ne pourrons l'arrêter. Sur le continent peut-être. Ici, moi vivant, on ne touchera pas aux valeurs catholiques qui ont toujours rassemblé les Corses et fait la force de notre île. Je ne vais pas vous contredire, François. Seulement, ne vous étonnez pas que vos enfants veuillent partir. Mi face male, Anton. Vi parlo cu mio gore, come m'avete parlato, e vi parlo cu a mio ragione. À 4 heures du matin, le cabriolet, chargé de la veille, provisions et couvertures, s'ébranle. Le cœur de Françoise pense se rompre. Première halte, Ponte Nuovo. C'est ici que nous autres Corses sommes vraiment devenus français. Le 8 mai 1769. Le jour où les partisans de l'indépendance emmenés par Pasquale Paoli, rebelles au traité de Versailles du 15 mai 1768, furent décimés par les armées du continent. Vous, autres Corses? Nous... Cela peut vouloir dire vous et moi. Et ce fleuve? Le plus long de l'île, le Golo. Il va se jeter dans la Méditerranée à Cap Sud. Vous ignorez certainement qu'un de mes cousins est tombé dans le Golo ici même. Il avait bu? Non. Son cheval s'est emballé. Voyez la petite plaque près de la pile. C'est en souvenir de lui. Il enseignait à Canavage. On l'aimait bien, mais comme c'était un grand séducteur, certains ont pensé que le cheval avait été drogué. Puis il longe le Golo sous un franc soleil, passe Valle di Rostino, traverse Ponte Leccia. Aux abords de Caporalino, un étrange cortège surgit des champs voisins, rejoint la route. Charles se signe, arrête le cabriolet. Il s'agit d'un convoi funèbre. Charles, accompagnons-les, s'il vous plaît. Sans répondre, le fils Vecchiali met son cheval au pas à la suite du cortège. En début d'après-midi, ils entrent dans Corte pour y changer les montures et se restaurer. Corte, en effet, n'est plus en 1908 qu'une ancienne place forte. Endroit stratégique jadis, arborant avec une fierté vaine sa splendide citadelle, ses 8 bastions, sa muraille fortifiée fondue dans le roc qui surplombe, dans un apic vertigineux, les rives du Tavignano. Les chevaux, vigoureux et frais, marchent d'un pas alerte sur la route sinueuse longeant le fleuve dont le lit rocailleux descend vers Aleria, au sein d'une des plus belles vallées de la Corse. Ce pont a été détruit au cours de l'hiver 1697, par une crue dont nous n'avons jamais eu l'équivalent, nous, à Custaroute. Il s'adossait à la chapelle San Giovanni. Le gouverneur génois l'avait fait construire tel que vous le voyez là. 3 piles, 3 arches. Puis les Français l'ont élargi en 1780, avec la même technique qu'à Ponte Nuovo. C'est ça qui vous fait pleurer? Oh, je pleure souvent. Je pleure devant la beauté. Aussi avant une émotion forte. Comme ça, je peux mieux l'affronter.
C'est ce qui frappe Françoise en découvrant le village, la pureté de l'air, son image de marque. D'abord, la respiration lui manque, tant la proportion d'oxygène est forte. Puis, accoutumée, aérienne, la tête dégagée des miasmes et de la fatigue du voyage, elle court vers les maisons Luciani qu'un berger lui a indiquées. Surprise totale pour Madeleine et Michel, qui ignorent même la présence d'Antoine Costarotte. C'est ton galant. Ne dis pas de bêtises, tante. Adiouis, tu come lo ti guarda. Oh, tous les hommes regardent de cette manière dès qu'il y a un jupon qui passe. Surtout les Corses. Après le dîner, Françoise décide d'aller se recueillir sur le tombeau de ses grands-parents Luciani. Ils sont à l'autre bout du village. Sans ça, je ne me coucherai pas. Et demain, on me dira qu'il n'y a plus le temps. Cet acharnement dans la piété familiale, le respect des anciens, la fidélité aux morts, qui auraient pu irriter, ne font qu'augmenter en Charles une estime qui se charge de profondeur et de gravité. Je viens avec vous. Si vous y tenez, mais ne vous forcez pas pour m'impressionner. Je n'y vais que par devoir pour vos parents. Ils trouvent difficilement les tombes. Ce sont de simples monticules surmontés d'une seule croix, envahis de mauvaises herbes, sous des chênes blancs traqués par les ronces. Retroussant ses manches avec une rage enfantine, Françoise se met à nettoyer, grattant la terre de ses mains nues, arrachant les herbes en grommelant, son rauque rancunier, que Madeleine et Michel subissent sans se rebeller, conscients d'avoir été légers, tandis que Charles, accroupi, aide Françoise en retenant ses rires. Ça vous amuse, vous? Non, Françoise, c'est vous qui m'amusez, pas ce que vous faites. Que votre manège me donne envie de rire n'empêche pas que je vous approuve entièrement. Ils unissent leurs efforts. 1 heure, et les tombes retrouvaient une apparence civilisée. Le lendemain, très tôt, on parle, on se remémore quelques souvenirs, on envisage une visite au Mourillon. Le soir même, après un voyage de retour qui paraît plus court qu'à l'aller, Charles entreprend Antoine. Je vous demande l'autorisation d'écrire à votre fille. Ma Carlupa è una creatura. C'est une femme, et je la veux. Trois jours seulement après la catastrophe du cuirassé Le Liberté qui a explosé le 25 septembre 1911, comme le cuirassé Liéna 2 ans plus tôt, Antoine et Catherine sont en ville. Lui glane quelques informations auprès des camarades, s'entête, jure que la menace est grave, les Boches à coup sûr. Et pourtant même cause, la poudre B, la chimie instable, donc dangereuse. Bilan du drame, 200 hommes d'équipage et une centaine de personnes sur les quais trouvent la mort ce jour-là. Rue Lamalgue, Françoise s'allonge sur le lit des parents, ouvre une boîte, en sort une kyrielle de cartes postales, les étale sur la couverture. Admire les photographies. Franc, je garde avec moi le souvenir de notre rencontre, celui de notre voyage. Je vous reverrai toujours en colère, grattant les tombes à main nue. J'en ris encore. Rien ne m'intéresse ici. Je n'aime pas la façon dont vivent les colons. D'ailleurs, je n'aime pas les colons, leur rapport avec les Arabes. La Corse me manque fort.
Et vous plus que tout. J'ai enfin obtenu ma mutation pour la France. Sans doute Paris. Toulon, c'était impossible. Peut-être plus tard, mais déjà je pourrais plus facilement vous approcher. Quand? Je pense à vous, Fran. Et vous? Écrivez-moi plus souvent. Lui écrire? Oui, par courtoisie. Rien de plus. Elle ne l'aime pas. De cela, elle est certaine. Elle ne conçoit pas l'amour sans passion. Elle attendra de le rencontrer, cet officier de marine qui doit l'accompagner le reste de sa vie. Évidemment, il y a eu cette catastrophe, ces images horribles qui ne cessent de lui trotter par la tête, ces cadavres en morceaux. La mort, elle a donné. L'incertitude l'étreint. Charles est doux, prévenant, en excellente santé. Ses racines aussi comptent. C'est un vrai Corse, et la Corse, elle sait qu'elle ne peut plus s'en détacher. Toutes ces cartes postales, tu imagines? Pour un facteur, il n'y a rien d'extraordinaire. Il va finir par bouffer son fond. Tu vas pas l'épouser, ce gonze, Fran? Tais-toi. Tu le connais pas, m'énerve pas. J'en sais rien, j'ai le temps. En juillet 1913, Casanova et Julie leur rendent visite. Julie Casanova, comment va mon cousin Raoul? Il nous parle souvent de toi, je sais. Il t'écrit plus. Il a tellement changé. Avant de partir, il se mettait devant son globe terrestre à faire tourner la boule en rêvant. Oui, il est quelque part en Afrique. Nous n'avons pas tellement de nouvelles, nous non plus. Bon, et toi? Tes études? J'ai attrapé mon brevet supérieur. Reste le certificat d'aptitude pédagogique. J'ai le temps. Tu veux toujours apprendre à enseigner? Apprendre à lire aux enfants. C'est ce que je voudrais faire, tante. Et où t'en vas-tu, si bien habillée? Chez le photographe. Depuis que je dois envoyer mon portrait à Charles. Le fils Vecchiali? C'est sérieux, cette histoire? Vous verrez bien, ma tante. Pour l'instant, il m'écrit. Tu lui réponds? Quelquefois. Paris, juillet 1914. À Antoine-Marie Raffaly. Depuis 1 an que je travaille à Paris, je n'ai guère été optimiste. Jamais. Chaque matin, en parcourant mon secteur postal à pied, je rencontre des personnes d'origine et de conditions sociales fort différentes. Les mouvements d'idées ici sont assez virulents. Au cinéma, les films réputés patriotiques font salle comble. J'ai vu récemment, coup sur coup, La Voix de la Patrie, puis Le Rachat du Passé d'un certain Léonce Perret, qui était projeté au Gaumont Palace, immense salle près de la place de Clichy, à l'autre bout de Paris, mais tellement populaire, eh bien, les applaudissements fusaient presque à chaque scène. Mais c'est surtout les actualités qui passionnent le plus. À la sortie des salles, ce sont ces images répétitives d'un quotidien incertain qui retiennent tous les commentaires. Pardonnez-moi ce long préambule. Tout en désirant ne pas brusquer mes relations avec votre famille, il me semble devoir aujourd'hui préciser mes intentions. J'ai l'honneur de vous demander la main de votre fille, Françoise, pour qui j'éprouve depuis maintenant 6 ans les sentiments les plus tendres et néanmoins les plus respectueux. Je crois pouvoir vous affirmer que je serai un excellent époux. E così, Francesca, ci vuole una risposta. E où dois-je? J'ai pas pris ma décision, pas. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Si tu entrais dans une famille aussi honorable que celle des Vecchiali, ce serait le plus beau jour de ma vie. La famille, oui. Elle me convient, je les aime déjà, tous. Alors, qu'est-ce qui te retient? Si je le savais. Plus tard, Françoise prend sa décision. Antoine, Françoise a donné sa réponse. Tu peux écrire à Charles que nous l'attendons. Le 25 juillet, devant les ouvriers de Vèze, Jean Jaurès lance un appel à la paix. Le 31, il est assassiné au Café du Croissant. Charles prend immédiatement le train pour Toulon. Il n'y restera qu'une journée. Le 1er août,
l'Allemagne déclare la guerre à la Russie. Et le 2, le gouvernement français déclenche la mobilisation générale. Rue Lamalgue, coup de théâtre. Françoise refuse de se marier. C'est trop risqué. Il faut attendre un peu, voir les événements. Quoi qu'il puisse arriver, moi je vous aimerai toujours, Françoise. Et vous, vous ne m'aimez pas. Voilà ce qu'il faut avoir le courage de me dire en face. Mais Charles, je mentirais en disant cela. Vous ne tenez pas compte de la situation de ma famille. Je pense inutile de vous la rappeler. Un mariage précipité ne ferait que compliquer nos relations. Charles en convient. Il obtient néanmoins que l'on organise des fiançailles officielles en présence de la famille. Vous pensez qu'on pourra se voir seul quelques minutes plus tard? Où ça? À l'hôtel? Ou directement sur mon matelas? Vous allez trop loin maintenant. Mais enfin, Charles, nous sommes fiancés. On peut se voir là, tout de suite. Bon, si vous voulez, rejoignez-moi sur les remparts. Il la prend contre lui, enfouit sa bouche dans ses cheveux, se serre. Elle devine le sexe gonflé, sent la chaleur passer du corps de Charles au sien. Soyez patient, Charles. Vous me demandez l'impossible. Moi aussi, je vous désire. Mais je veux me marier en blanc. L'autorité militaire ne réquisitionne pas que les hommes et les chevaux, mais aussi les salles de cinéma. Au cinéma, le Casino de Toulon, la 28e compagnie, au Cursal, la 27e. Puis, comme il est évident que le conflit tarde à s'engager, les écrans se rallument. D'inspiration patriotique, le roman d'un Spahis, adapté de Pierre Loti par Henri Pouctal, connaît un succès surprenant. Peu à peu, les bandes comiques reparaissent. Boudezan triomphe dans des aventures militaires. Même si on a pu croire un instant à l'efficacité de l'armée française à Dinant, à l'issue de 3 assauts très meurtriers, tous devinent que l'horreur est en marche. Les Allemands occupent la Belgique en quelques jours. Les troupes alliées se rabattent aussitôt sur les frontières du Nord où les villes fortifiées ont la réputation d'être inviolables. Mais elles tombent, une à une. Longwy, Sedan, Mulhouse, Lille, Roubaix, puis Valenciennes, Douai, Cambrai, Amiens, Reims, Épernay, Senlis. Les Allemands sont aux portes de Paris. C'est sur les bords de la Marne qu'auront lieu les premiers véritables affrontements de la guerre. Toulon, le 3 décembre 1915. Mon cher Charles, les nouvelles du front telles que nous les présentent les actualités filmées ou telles que nous les racontent les journalistes ne sont guère conformes à ce que vous nous en dites. Cette propagande m'écœure. Et cela ne fait que renforcer mon besoin de me confier à vous. Je n'ai pas de raison précise à mon revirement. Une intuition impérieuse, simplement. Aussi, Charles, si vous souhaitez toujours m'épouser avant la fin de la guerre, et si la chose vous semble encore possible, je suis d'accord, et mes parents de même. La vie est trop dure parfois. J'en ai la preuve si souvent. Et comme elle doit être encore plus dure pour vous en ce moment, je ne voudrais pas avoir à regretter une prudence que je trouve aujourd'hui bien ridicule. Il me semble légitime de vous donner les enfants que vous êtes en droit d'attendre de moi. La femme est faite pour ça. Dieu l'a voulu ainsi. Nous n'avons pas eu beaucoup de temps pour échanger des idées, en particulier sur la religion. J'espère et je souhaite ardemment que vous êtes croyants. Mon désir le plus cher est de me marier au Mourillon, dans l'église Saint-Flavien, à laquelle je suis liée par tant de morts tragiques et dont j'aimerais qu'elle soit enfin le témoin d'un grand bonheur. Je me conformerai à votre décision pour toute chose, mais pas pour celle de la religion. Je vous assure de mon affection qui grandit chaque jour, comme si l'éloignement de la personne aimée autorisait un intérêt plus profond.
Je vous embrasse de tout mon cœur. Votre Françoise. Depuis l'année précédente, l'arrivée sur les écrans d'un petit bonhomme à la moustache mobile, jouant de sa canne, dansotant, les pieds écartés de façon volontairement grotesque, a révolutionné l'exploitation cinématographique en obtenant des succès qui se confirment de film en film. À cette invasion des écrans par les productions américaines, le cinéma français ne peut opposer que des films propagandistes ou des drames mondains bâtis autour d'un personnage féminin incarné par une comédienne à la mode. Suzanne par et pour Suzanne Grandet, Zaza avec Régine Badet. Le film italien Cabiria de Giovanni Pastrone, programmé au Casino en mai 1916, fait un succès fracassant. Quel spectacle grandiose! L'histoire de cette jeune grecque de Catane, rescapée d'une éruption de l'Etna et son enlèvement, les pirates et l'esclavage, la beauté de Cabiria et l'amour, tous ces sentiments. Charlot, c'est plus simple. On n'a pas à se casser la tête pour savoir ce qui va arriver. Ça arrive tout de suite. Rien que des bêtises. Le coup de pied au cul, ça fait rire tout le monde. Moi, ça me laisse complètement indifférente. Anna, elle est comme moi. Ce que j'aime au cinéma, c'est rire, me divertir. Je comprends pas. Toi qui aimes la morale, tu vois bien qu'il défend toujours les faibles, Charlot. Ah oui, ça lui coûte pas grand-chose. Allez, les filles, pas de chamaillerie ce soir. On a de la chance, nous autres. Les soldats là-bas, ils peuvent pas en faire autant. Les 10 commandements des poilus. Mon cher poilu, tu trouveras que c'est dur au commencement. Tout d'abord, tu t'habitueras à tirer vite et proprement. Ta baïonnette fourbira pour qu'elle tire hardiment. Terrassier bûcheron sera, tailleur guerrier pareillement. Les boches dégringolera, pour le plaisir uniquement. Certains jours, tu te serreras la ceinture complètement. Si tu peux, tu te laveras, au moins 2 fois mensuellement. Jamais tu ne te laisseras aller au découragement. De temps en temps, tu songeras que ça se tire doucement. Et s'il le faut, tu mourras pour la patrie, tout simplement. Verdun. 2 millions d'obus en 9 heures. 20 kilomètres de terrain pilonné. 9 villages rayés de la carte. Pluie de fer, de gaz. Jets de liquides enflammés. Explosions gigantesques. Corps à corps, à la baïonnette, à coups de pelle. Résister. Empilés dans des réduits obscurs. Les pieds gelés. La boue. Deuxième ennemi. Évitez les trous où l'on s'englue, où la boue vous aspire comme une lise, visqueuse, trompeuse, les ordres, hurler, marteler, l'obéissance machinale. Amis, ennemis, les Allemands hagards, eux aussi. Gestes d'impuissance de part et d'autre. Ils passent sans tirer, on les regarde passer. Inertie totale. Résister aux bombes, au gaz, aux déferlantes, aux explosions. Envolés de corps qui retombent en morceaux, sans distinction de nationalité, dans le même trou. Franchérie, nous changeons de cantonnement. Je vous dirai comment m'écrire. J'ai pleuré en lisant votre lettre. Moi, je n'ai pas reviré. Toujours enthousiaste à l'idée que vous soyez ma femme. Dès que ce sera possible, je poserai ma permission. La meilleure chance serait d'être blessé. Dois-je le souhaiter? 2 ans bientôt. On me doit un peu de repos, j'espère. Chaque matin, fatigué ou pas, je me lève pour guetter l'aube. Je sais que vous aussi vous l'attendez. Ainsi, j'ai le sentiment de vous tenir dans mes bras devant le jour qui va naître. Comment se portent Catherine et Antoine?
Et notre petite Anna. Je n'ai plus que le temps de vous embrasser tendrement, comme un fiancé respectueux. Aucune opposition n'ayant été faite, les contractants ont déclaré l'un après l'autre vouloir se prendre pour époux, et nous avons prononcé au nom de la loi que Charles-Paul Vecchiali et Angèle Françoise Rafali sont unis par le mariage. C'est exactement à cela que Charles s'accroche pour conserver un reste d'espoir. La pensée. Il récite ses souvenirs, les égrène, s'en grise, sa façon de prier. Votre père est malade. Pour le voyage de noces à Marseille, cela me serait égal si on annulait tout. Oh. Ne commettons pas cette erreur. Il en sera encore plus malheureux. Françoise a tenu à emmener son mari dans le petit chemin Pégoulou au bout duquel elle envisage de construire leur villa. Pourquoi là? Parce que je l'ai rêvé à cet endroit. Il faudra me mettre au courant de tous vos rêves, que je sache ce qui m'attend. Les plus beaux sont ceux que je fais éveiller, comme maintenant. Elle s'approche de lui, passe les bras autour de son cou, joyeuse. Il l'embrasse. Et au milieu de la cohue, Charles bande les muscles de ses cuisses pour contenir son sexe en émoi. Elle est vierge, évidemment. Émerveillé, il ressent cette satisfaction un peu puérile, si corse, d'être le premier à façonner ce jeune corps de femme. Vous n'avez pas eu mal? Non. Par 3 fois, il l'a prise. Nuit sans sommeil chez elle, au contact d'une chaleur étrangère pour la première fois, effluves intimes un peu enivrants. À l'aube, il l'a entraînée vers la fenêtre et, dans les bras l'un de l'autre, ils ont regardé le jour qui dénude, avec pudeur, le vieux port assoupi où les barques dansent doucement dans l'attente du large. A-t-on le droit de mourir ailleurs qu'à la guerre, au milieu des tranchées, embourbés anonymes? La réponse arrive le 24 novembre. Antoine Rafali meurt étouffé par la maladie vers 11h du soir. Il a 48 ans. Après la tristesse et le désespoir, tous espèrent que la disparition du père soit suivie d'un heureux événement. Enfin, le 31 août 1917, c'est la naissance d'Aline France Paulette Antoinette Vecchiali. Mais 8 jours plus tard, victime de l'épidémie, Françoise contracte la grippe espagnole. Il faut emmener la petite en Corse, au village de Costa Rota. Charles a été rapatrié dans un hôpital de l'arrière. Gazé à plusieurs reprises, bras cassés, méchante blessure à l'aine qui s'est infectée. Franc chéri, vous ne devez pas vous inquiéter autant au sujet de notre Aline. Ma mère a élevé 8 enfants et les a tenus en bonne santé, je crois. Elle fera de même pour notre fille. Allez. Je viens d'être transféré à l'hôpital de Compiègne. Mes problèmes se tassent. Nous avons eu la visite du général Pétain. Il nous a assuré que tout cela finirait bientôt, qu'il y aurait même très vite des démobilisations. Il nous a prédit le début de la victoire pour juin 1918. Je n'ose trop y croire, mais ce n'est pas un homme qui parle à la légère. Je ne sais ce que l'avenir me réserve. Mais le capitaine m'a garanti que je pourrais partir en convalescence d'ici 1 ou 2 mois. Je suis heureux que vous ayez échappé à cette grippe espagnole qui a fait tant de ravages. La guerre d'un côté, les épidémies de l'autre. Le bon Dieu a-t-il vraiment besoin de troupes fraîches là-haut? Je voudrais être auprès de vous, vous soulager de quelques tâches quotidiennes pour que vous puissiez vous consacrer à votre travail à la maternelle. Et aussi pour que vous récupériez notre fille. Je vous serre très fort contre moi, avec les pensées que vous devinez, car vous m'êtes de plus en plus cher, Franc. Et si je vous estime au-delà de l'imaginable, je vous en désire encore plus.
Votre Charles, pour la vie, que j'espère longue. Madelon emplit mon verre et chante avec les poilus. 11 novembre 1918, fin des hostilités. À Paris, l'armistice est fêté dans les rires et dans les larmes. L'ex-boulevard du crime, embouteillé par les badauds, encombré de drapeaux, nimbé de légères brumes, devient le boulevard de l'enthousiasme. Au 52e mois d'une guerre sans précédent dans l'histoire, l'armée française, avec l'aide des Alliés, a consommé la défaite de l'ennemi. Les troupes, animées du plus pur esprit de sacrifice, donnant, pendant 4 années de combats ininterrompus, l'exemple d'une sublime endurance et d'un héroïsme quotidien, ont rempli la tâche que leur avait confiée la patrie. 8 jours après la fin des conflits, le 19 novembre, à 9h du matin, naît Antoine Vecchiali. Charles a pu obtenir une permission pour assister à l'accouchement de Françoise, qui se présente comme une formalité. Il est décidé que Charles poursuivra dans l'armée. Avec toutes ses médailles, il s'élèvera plus facilement que dans la poste. Et ce sont les premières garnisons. Cahors, Privas, Châteauroux. En attendant l'affectation tant espérée à Ajaccio. La ville d'Ajaccio, d'après les textes, se serait appelée Ursinium parce qu'on y conservait le vin Ursei dans des amphores. Un proscrit romain, Corsus, d'où viendrait l'appellation de l'île, aurait fondé la ville sous le nom de Ajaccio, je suis couché près d'eux, devenu Ajaccio. D'autres historiens en attribuent la paternité à un Ajax qui s'y serait installé à son retour de la guerre de Troie. À la fin du XVe siècle, les missionnaires de l'Office Saint-Georges, qui ont obtenu de Gênes le contrôle et la gestion de l'île et qui rayonnent grâce à une puissante compagnie de navigation sur tous les ports de la Méditerranée, décident de fonder une nouvelle cité fortifiée. Le premier lundi après l'octave de Pâques, le 30 avril 1492, fut déposée dans les fondations la première pierre de la ville sur le promontoire de Capo di Bollo, fixant l'édification du château fort à l'extrême pointe de la Leccia. Françoise exerce à l'école Forcioli Conti, la rue à traverser. Pas de femme de ménage, pas de cuisinière. Un mari qui joue aux Corses. Respect obligé en façade. Le servir debout, manger ensuite, lui préparer son journal, son café. Bridge tous les dimanches au Café du Roi de Rome. Belote le soir au bar des sports. Elle tient ce rôle à la perfection. Énergie décuplée. Aujourd'hui, elle se sent capable, avec ses bras seuls, de tirer la Corse pour la rattacher au continent. Alors, le rituel, pourquoi pas? Mettons-nous bien d'accord, Charles. Pour les étrangers, tu seras le maître, je te le promets. Mais entre nous, c'est-à-dire pour l'essentiel, c'est moi qui commande. Tu es prévenu. J'ai la charge de la maison et des enfants. J'aurai aussi le pouvoir de décision. Je ne demande rien d'autre, Franck. Charles a été affecté à la citadelle d'Ajaccio, dans l'intendance. L'appartement au 2e étage a ses fenêtres sur la mer, confortable, bien distribué. Un grand living, salon, salle à manger, une chambre pour chacun, plus une 4e pour d'éventuels visiteurs. En attendant le 3e et dernier enfant, elle l'a toujours dit, 3. Pas un de plus. Le confort lui convient. Il lui apporte un supplément de bonheur. Véritable magie pour elle. Actionnez le robinet et voilà l'eau qui coule, autant qu'on veut, chaude ou froide. Et l'électricité. Plus de ces odeurs de lampe à pétrole qui empestent, raclent la gorge, font pleurer. Tournez le bouton et on vous parle de l'autre bout de la terre.
Voix étrangères auxquelles on ne comprend rien, mais qui dispensent une musique de mots exotiques, apaisantes. Septembre 1922. Temps d'été. Soirée encore chaude, place du Diamant, où Charles a emmené femme et enfants à l'Ajaccio Cinéma, qui projette en plein air une reprise des Trois Masques, film d'Henri Cross dont l'action se déroule dans l'île. Les Corses viennent très nombreux pour les séances de plein air, se retrouvent entre Ajacciens, se manifeste une cordialité directe, tape sur l'épaule, mains que l'on conserve dans les siennes longtemps, tripotages affectueux d'homme à homme. Les femmes, elles, demeurent plus discrètes, circonspectes. Antoine somnole contre l'épaule de sa mère. Aline, qui s'ennuie, laisse errer son regard jusqu'à la cathédrale. Tu vois, elle va vouloir se faire sœur. Encore tes lubies. Moi, je la préférerais en mère de famille. Elle a tout pour ça. Nous mettrons Antoine au séminaire en compensation. Dans le film, vers le milieu de la séance, les frères d'une servante déshonorée par le richissime fils della Rocca assassinent le suborneur. Françoise agrippe la veste de son mari. Charles se contente de tapoter la main de sa femme. Ce n'est que du cinéma, Afra. Kitché. Ma Kitché, réponds-moi. Il y a que notre troisième est en route. Je crois bien. Et dans la nuit du 24 au 25 mars 1923, à 3 heures, entre les murs fortifiés de la citadelle d'Ajaccio, Christiane Vecchiali présente son nez à la fenêtre du monde. Face à la mer, au bas de la place du Diamant, Charles sort du casino, en civil, soigné. Le suit une fort belle femme, joueuse effrénée, entretenue par un vieux et riche producteur de cinéma qui lui autorise quelques aventures. Vous avez encore gagné? Quand on me plaît, je porte chance. Il ne sait quoi répondre. Le jeu l'accapare à ce point que rien ni personne ne peut susciter son intérêt. On le dérange tout simplement dans son tête-à-tête avec le hasard et ses combinaisons. Vous me devez quelque chose, non? En effet. Je vous dois le respect, madame. Et je m'en tiendrai là. Dans la cour de la citadelle, Charles cherche Antoine pour le surprendre, le taquiner. Il pousse même jusqu'au rempart. Personne. Pressant le pas, il grimpe les marches en jeune homme, avale le corridor, ouvre la porte, s'arrête. Interdit. Les malles sont prêtes. Tu voudras bien me les faire suivre? Et si tu m'expliquais? Tiens, la voilà l'explication. Une somme pareille. Non, ne me dis pas que tu l'as gagnée au bridge. Non. Je n'ai pas gagné au bridge. Mais je ne l'ai pas volé non plus. D'où viens-tu? Du casino. Très bien. Regarde bien tes enfants. Regarde-les bien une dernière fois. À moins que tu ne jures sur leur tête, là, tout de suite, que tu ne franchiras plus jamais les portes de cet enfer. Françoise. Jure ou nous partons. Cristaccio. Jure! Je te le jure. Si je l'ai caché, cet argent, c'était pour te faire une surprise. Ah, mais je l'ai eu, ma surprise. Pour le terrain de la Malgue. Le terrain. Le terrain, je l'ai acheté avec mes économies. Celui-là d'argent, j'en veux pas. Nous l'enverrons à Anna, qui en aurait bien besoin en ce moment.
J'espère que tu seras d'accord. Et comment te dire non? Christiane lâche la main de sa sœur, prend celle de sa mère, en pleurant. T'en fais pas, ma petite. Les colères avec ton père, ça dure jamais. En juillet 1929, Charles revient plutôt de Cap-Verne, dans les Pyrénées, où il soigne ses coliques néphrétiques. Enfant, j'entendais quand mon père et ma mère, ils se prenaient. Mais nous étions élevés comme ça, comme des animaux. Eux, ils seraient gênés. Ils ne comprendraient pas. Fran, tu m'as tellement manqué. Il n'y avait pas de femme là-bas? Et cette autre Françoise, la Françoise Roset, avec qui tu joues au bridge, tu m'en parles tout le temps dans tes lettres. C'est une grande comédienne, mariée au metteur en scène Jacques Feder. Bel homme, très distingué, et une forte joueuse de bridge, acharnée. Tu sais bien que... Et pourquoi je te taquinerais pas un peu, moi aussi? Écoute, dans la journée, on enverra les enfants se promener. Mais je te le répète, ne t'oublie pas en moi. 3, ça me suffit. Les enfants ne lâchent pas leur père. Pour une fois qu'ils l'ont à eux, sentent-ils qu'on veut les éloigner? Ils font barrage. Alors Françoise renverse la situation. Elle couche les enfants pour la sieste, les confiant à la garde de l'aîné. Ils partent dans la forêt. À l'abri, au milieu des genévriers, ils font l'amour, dans un inconfort certain. Charles est si gonflé de désir, si pressé, et Françoise, craignant d'être surprise par un promeneur, si mal à l'aise que la prudence se perd. Tant pis, on verra bien. Après tout, 4 n'est pas un si mauvais chiffre. Et 9 mois plus tard, le lieutenant et Madame Vecchiali font part de la naissance de leur fils Paul. Françoise, qui a les poussettes en horreur, tient Paul sur son sein droit, le berce en marchant, lui susurre à l'oreille des chansons corses, le couvre de baisers, le bouscule un peu pour l'entendre crier ou rire, le sentir vivre. La fatigue l'envahit brusquement. Une fatigue inhabituelle, incompréhensible. Elle s'assoit sur la grosse roche à quelques mètres de la citadelle. Des myriades d'étourneaux ont surgi dans le ciel. Ils montent à la recherche des derniers rayons, se déplacent par vagues successives, s'éclaircissent, se regroupent en se densifiant, à l'aspect de plus en plus maléfique. Et, d'un coup, une forme, la femme au Mistral, le fantôme de la rue Lamalgue. En plein cœur, Françoise reçoit le message. Tu feras ce que tu voudras, moi je m'en vais. Congé sans solde jusqu'à octobre prochain. Tout est arrangé, ce sera l'école des garçons au Mourillon. Février 1931. Le ville d'Ajaccio emmène la famille. Les enfants excités, heureux et malheureux à la fois de ce changement abrupt. La Méditerranée n'est pas clémente. Charles court de l'un à l'autre, éponge les vomis, réconforte, force à se promener sur le pont, montre comment respirer profondément pour contrer le mal de mer.
Fran. Oh, laisse-moi dormir, par le Christ. J'ai eu mal au cœur toute la nuit. Mais Fran, c'est l'aube. Et alors? Je vais t'expliquer. Fini les frissons de l'enfance, les incertitudes de l'adolescence. J'ai un mari, 4 enfants. L'aube ne représente plus rien. Ni mes espérances, ni mes désirs. Un moment de la journée pareil aux autres, que j'apprécie tout autant que les autres, avec chacun son utilité, chacun son mystère, toujours différent. Elle rejoint ses enfants sur le pont, prend Paul dans ses bras. Françoise croit discerner sur le quai quelques figures connues, familières. Mais elle se persuade que c'est la ville tout entière qui l'accueille. Le cœur un peu gros, elle se dit qu'elle tourne le dos à la Corse, pour toujours. Le bateau pénètre dans sa rade, fait mugir sa sirène. Paul, effrayé, s'accroche au cou de sa mère. N'aie pas peur, mon petit. Tu verras, je vais te faire une vie de roi. N'aie pas peur, mon petit. Tu verras, je vais te faire une vie de roi. Oh, ciucciarella, non sai quanto ti adoro. Le tue bellezze, le tue collane d'oro, ciucciarella inzuccherata, quanto è lunga sta nuotata. Fai la nina, fai la nana, l'uto babe alla campagna.